C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lyoma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons continuer la série de vidéos Tana sur le module d'histologie. Lyoma, on va entamer la quatrième unité de la deuxième année médecine, l'unité sur l'appareil endocrinien et l'appareil reproducteur. Avant de commencer le cours Tana, on remercie, comme à notre habitude, Kim Amwalouf, les professeurs d'histologie de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement Lyoma, Docteur Boulif, pour être le fabuleux diapo de cours que l'on va utiliser pour expliquer le cours. L'appareil endocrinien est un appareil qui m'a la balle constitué, c'est un système, un appareil constitué de plusieurs organes, de plusieurs glandes qui auront une fonction endocrine. Elles vont sécréter des hormones. Ce qui va nous intéresser en histologie, bien sûr, c'est la structure histologique. Lorsqu'on fait une coupe et qu'on observe au microscopie électronique après coloration, quelles sont les différentes cellules, quelle est la structure de cette glande au niveau cellulaire et même quelles sont les caractéristiques des cellules, donc les glandes. Donc ce qui va nous intéresser de l'unité, c'est la structure de chacune des glandes endocrines présentes au niveau de notre organisme. On en a plusieurs et on va tous les étudier avec Tanit, la structure des organes de l'appareil reproducteur, vers la fin. Mais avant d'étudier individuellement chacune des glandes endocrines présentes dans l'organisme humain, dans l'organisme TAC, on va commencer l'IOMA avec une introduction, un cours qui va servir d'introduction pour aide l'unité. اللي حيذكرنا حيعاود يفكرنا في les notions des notions اللي قريناهم en première année en histologie générale sur les épithéliums glandulaires endocriniens. Donc ce sera un cours qui va parler, il n'y aura pas que de l'histologie, il y aura aussi un peu de physio, donc il y a des notions donc, de fonctionnement et de mécanisme sur les glandes endocrines. On va citer des généralités, des notions de base avant d'étudier chacune des glandes individuellement. C'est le premier cours Tana, les généralités sur les glandes endocrines. Alors le plan de cours, on va suivre. On va commencer avec une introduction où on va définir le système endocrinien Tana, l'appareil endocrinien Tana. Une fois qu'on l'aura défini, on va voir son importance et qui fait chirdem en synergie avec un autre système régulateur qu'on étudiera l'unité le Jaya, c'est le système nerveux, l'unité la plus longue pour la deuxième année. Ensuite, on va voir quelques caractéristiques histologiques de le système ou de le tissu, de l'appareil endocrinien. On va voir que, on va d'abord reciter l'origine embryologique de le tissu, de l'appareil, de le système, qui a déjà été cité en première année, l'histologie générale, et on va voir les différentes méthodes d'organisation de le tissu. Le tissu endocrinien, c'est un ensemble de cellules épithéliales, donc des cellules qui vont être jointives me constituant l'épithélium glandulaire endocrinien, car il a la capacité, des cellules ont la capacité de sécréter des hormones, des molécules chimiques, des facteurs qui vont circuler pour atteindre une cellule cible et donner une réponse biologique. Les épithéliums glandulaires, ils peuvent s'organiser de plusieurs manières, c'est ce qu'on va voir. Selon le titre tel le cours, tu vas deviner qu'ils vont pouvoir s'organiser en organes, donc en glandes individualisées, mais pas que. Les cellules, elles peuvent être plus ou moins diffuses d'autres organes, d'autres structures qui ne sont pas des glandes à proprement parler, mais qui ont de la fonction endocrine. C'est ce qu'on va voir. Après ces caractéristiques-là, on va bien sûr citer les grandes caractéristiques des glandes endocrines à proprement parler. باش ومن بعد نشوفوا les hormones. Les hormones hadouk qui vont être sécrétées par ces glandes. Les types d'hormones et les caractéristiques des cellules qui sécrètent hadouk les hormones. Pour à la fin de le cours, on va citer les méthodes de régulation. Qui fait le système endocrinien, il va être régulé, il va me sécréter la bonne quantité d'hormones qu'il me faut pour permettre le fonctionnement le corps l'organisme et tanit باش ما يسكريتيليش trop d'hormones parce qu'un surplus d'hormones ça va dérégler complètement déséquilibrer le fonctionnement تاع الجسم تاعك هذه على بالك. Voilà, le plan tel le court c'est un cours assez soft avec des notions
basiques, les تعرفهم déjà, soit de culture générale, soit du lycée terminal, ou là, directement la première année, l'histologie générale. Donc on va commencer le cours تاعنا avec une petite introduction. كيما على بالك l'organisme humain, l'organisme تاعك باش يقدر يمشي, il va être régulé. L'organisme TAC, le milieu intérieur, donc au niveau du milieu intracellulaire et extracellulaire donc interstitiel et plasmatique, on a pour objectif, pour permettre un bon fonctionnement de l'organisme TANA, de maintenir un certain équilibre, de maintenir une certaine homéostasie. Et pour maintenir l'homéostasie, ce n'est pas une chose qui est facile, car on a plusieurs paramètres physiologiques qui reflètent en fait l'état de santé TAC, l'état le milieu intérieur, qui vont varier. Les paramètres physiologiques, c'est quoi? Ce sont des mesures qui m'a la pression artérielle, qui m'a la température TAC, qui m'a la glycémie TAC, le taux de sucre le sang TAC, qui m'a la natrémie, la calcémie, la kaliémie, donc le taux de sodium, de calcium, de potassium ou d'autres électrolytes le sang TAC. Toutes ces variables-là, ce sont des mesures ou là des paramètres physiologiques. Les paramètres vont varier, ils peuvent varier, et ça va constituer un certain déséquilibre. Pour que le cortex fonctionne bien comme il faut qu'il soit capable de gérer les déséquilibres, les mécanismes, les différents appareils qui constituent ton corps ne soient pas déréglés ou yimchou convenablement. Pour réguler les paramètres physiologiques, on va faire appel à deux systèmes de régulation, deux systèmes régulateurs très connus et très très importants. Le premier qu'on étudiera, enfin qui nous intéresse pas trop fait le cours, qu'on étudiera fluidité le jaya, c'est le système nerveux, avec ses différents composants, système nerveux central, système nerveux périphérique, système nerveux végétatif autonome, très très important. Il va réguler le milieu intérieur, réguler et compenser les déséquilibres des paramètres physiologiques. Par exemple, augmentation de la glycémie ou la diminution ou la augmentation de la pression artérielle, le système nerveux végétatif principalement, il va pouvoir réguler, compenser les déséquilibres, on va pouvoir maintenir une certaine stabilité, maintenir l'homéostasie داخل الجسم تاعنا. Ça, c'est le premier système. Deuxième système, c'est le système endocrinien. Le système endocrinien, il va agir par l'intermédiaire de molécules chimiques, de messagers chimiques, qui peuvent être de nature protéique la plupart du temps, ou là de nature stéroïde, donc de nature lipidique dérivée du cholestérol, les hormones stéroïdes. Les messagers chimiques, on leur donne le nom bien sûr d'hormones. Le but c'est de circuler au niveau du sang, la circulation sanguine et arriver vers un organe ou une cellule cible. Cette cellule cible, une fois qu'elle recevra l'hormone, par le biais d'un donc d'un récepteur, qu'il soit à la surface de la membrane ou derrière la cellule, cette hormone-là, avec ce récepteur, va me donner un effet biologique, une réponse biologique qui va permettre de régler le déséquilibre, de réguler avec le déséquilibre les sara avec le paramètre physiologique. Voilà comment le système endocrinien va fonctionner. Ces deux systèmes de régulation, système nerveux et système endocrinien, haymchou kif kif. Haykhdmou main dans la main, haykhdmou en étroite association. Donc on dit qu'ils vont travailler en synergie. Haykhdmou kif kif pour maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre au niveau du milieu intérieur, tel le corps terna. Alors, comment est-ce qu'ils vont agir? En fait, ces systèmes de régulation, ces systèmes régulateurs, en fait, ce sont des systèmes de communication. Pour réguler une fonction quelconque, pour réguler un paramètre quelconque physiologique, lazim une communication. Lazim les cellules, les différents organes, le cortex, qui puissent communiquer ma bainatohom, et c'est cette communication qui permet la régulation. Alors, en cytologie en première année, donc ça, ce sont des notions de cyto, un cours sur la communication cellulaire. Les cellules, le cortex, elles ne sont pas chacun dans leur coin. Elles vont communiquer ma bainatohom. La communication, elle est essentielle vers un but commun, de maintenir en vie.
Ce but commun et cette communication, elle va se faire par le biais de plusieurs systèmes, par le biais de plusieurs voies de communication, par le biais de plusieurs méthodes. Et les méthodes en ont des nombres 1, 2, 3, 4, voire 5, ça dépend qui fait je La première méthode, c'est la, la communication endocrine, par le biais du système endocrinien qui nous intéresse le court terme. Une cellule sécrétrice va me sécréter un messager chimique, une hormone. Elle va aller vers la circulation sanguine, elle va circuler dans le sang pour arriver vers une cellule cible qui va présenter un récepteur. Et lorsque l'hormone tlaqa de la cellule cible, elle va recevoir le message. Quand elle reçoit le message, elle va donner une réponse biologique, permettant donc une synchronisation, une coordination entre les cellules et le corps terne. Ça, c'est la première méthode de communication, la méthode endocrine. Deuxième méthode, donc là, la méthode endocrine, l'hormone a été sécrétée dans la circulation sanguine pour arriver à une cellule cible relativement loin, une cellule cible qui est relativement loin de la cellule sécrétrice. Deuxième mode de communication, et même troisième, le mode paracrine-autocrine, c'est lorsque la cellule cible va sécréter son hormone, donc son messager chimique, son facteur chimique, en loco-régional. Elle va le sécréter justement pour la région TH. Soit c'est une communication paracrine, la cellule va sécréter pour la voisine TH, le Jara TH, elle va sécréter une hormone pour la cellule qui est juste à côté, permettant donc une synchronisation des cellules un même tissu en loco-régional. Ou là, la cellule cible est elle-même sécrétrice. C'est-à-dire que la cellule va sécréter une hormone. C'est une communication autocrine permettant donc de moduler l'activité de la cellule elle-même. La cellule cible et la cellule sécrétrice dans le cas. Ça, c'est le deuxième mode de communication. Troisième mode de communication, c'est la communication nerveuse. Les neurones, cellules principales qui vont constituer donc le tissu nerveux, le système nerveux TAC, vont faire passer des messages par le biais. Donc la majorité du trajet avec le message sera sous la forme d'un influx électrique, traversant donc l'axone avec le neurone. Arrivant vers une cellule cible ou là un neurone cible, on va relâcher une molécule chimique, un neurotransmetteur ou là un neuromédiateur, permettant donc de faire communiquer les neurones mabénatomes ou là une terminaison nerveuse avec une cellule d'un organe ou là d'un appareil quelconque. C'est la communication par le biais des neurotransmetteurs à communication nerveuse. Et on a une cinquième type, ou la quatrième, ça dépend qui fait type de communication, qui va mélanger la communication endocrine et nerveuse. C'est la communication neuro-endocrine. La cellule nerveuse a une propriété, c'est qu'elle va sécréter une molécule chimique qui ne sera pas considérée cette fois-ci comme un neurotransmetteur, mais plutôt comme une hormone. Cette molécule chimique va aller dans la circulation sanguine pour atteindre une cellule cible. C'est la méthode de communication neuro-endocrine, car la cellule nerveuse a été capable d'avoir une action endocrine en sécrétant une hormone dans la circulation sanguine. Et de moi, ce sont les méthodes et les systèmes de communication permettant donc de lier les cellules mabénatomes. Par le biais de cette communication, c'est grâce à cette communication qu'on va pouvoir réguler les fonctions au niveau, les fonctions et les mécanismes, le corps TAC, l'organisme TAC. Parmi les méthodes de communication, deux vont nous sauter aux yeux et ce sont les deux les plus importants qui vont être considérés comme des systèmes de régulation, c'est le système endocrine et le système nerveux. Donc, si on vient comparer les deux systèmes, nerveux et endocrinien, ici on a un schéma qui nous montre en haut donc le système nerveux avec le biais donc de deux neurones, une terminaison nerveuse avec un neurone cible, et le système endocrinien avec une cellule sécrétrice, une cellule cible, et la sécrétion d'une hormone qui va circuler au niveau du sang, le système circulatoire. Qu'est-ce qu'on va remarquer comme différence? La première différence qu'on va remarquer lorsqu'on compare ces deux systèmes, c'est la vitesse, la distance et la notion de d'effet direct ou d'effet indirect.
et l'étendue de cet effet justement. Pour la circulation, pardon, pour le système nerveux, on va observer que la distance entre la terminaison nerveuse et le neurone cible ou la cellule cible, dans le cas donc de l'innervation d'un organe quelconque, elle est négligeable. 15 fois 10 puissance moins 7 cm, c'est totalement négligeable. Une distance extrêmement صغيرة. La distance صغيرة تخلي l'effet ou l'effet donc de ce système nerveux extrêmement rapide. C'est un système rapide qui va avoir un effet direct sur son organe cible. En revanche, la cellule endocrine, la cellule sécrétrice d'hormones, elle va être généralement beaucoup plus à distance de sa cellule cible, de son organe cible. Ici, on nous a cité 15 cm, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Les glandes peuvent sécréter donc des hormones qui vont avoir des effets beaucoup plus éloignés au niveau euh, sur un tissu qui est beaucoup plus éloigné d'eux, justement. Cette hormone-là, ce messager chimique, comme on a dit, va circuler dans le sang, ce qui va nous donner un effet beaucoup plus lent, un effet retardé, un effet beaucoup plus lent euh, pour atteindre la cellule cible et nous donner un effet ou là une réponse biologique. Ce qui fait que le système nerveux a un effet direct, rapide, tandis que le système endocrinien a un effet un peu plus lent et plus ou moins direct. Donc, en gros, quand on vient comparer et résumer les caractéristiques de ces deux systèmes, on va dire que le système nerveux, qui est un système électrique, il va donc faire communiquer ces informations essentiellement sur la majorité du trajet sous la forme d'une dépolarisation, sous la forme d'un influx électrique, d'un potentiel d'action, d'un commun amel. Il va être extrêmement rapide et il aura un effet direct sur l'organe ou la cellule ou le neurone cible. On peut comparer donc le système nerveux à un téléphone qui va faire communiquer deux personnes directement et rapidement par le biais d'un coup de fil. En revanche, le système endocrinien, lui, c'est un système qui va faire jouer des molécules chimiques. C'est un système chimique. Les molécules chimiques, les hormones sécrétées donc par des glandes qui vont aller dans la circulation sanguine pour atteindre la cellule cible. Le fait est qu'il passe dans la circulation sanguine fait que c'est un système beaucoup plus lent. Il a une vitesse qui va varier de très rapide à très lent. Mais ça sera toujours beaucoup moins rapide que le système nerveux. Ce manque de rapidité fait que le système endocrinien est un système qui va permettre d'avoir une action régulatrice, certes, mais indirecte, moins directe que le système nerveux. On peut comparer donc le système endocrinien au système postal. Donc lorsque tu envoies une lettre, envoyer une lettre, ça prend plus de temps et ça permet de transmettre une information, certes, mais de manière moins directe qu'un coup de fil par téléphone, par exemple. Donc la question que tu pourrais te poser, c'est il y a deux systèmes. واحد il est très très rapide, direct, l'autre il est moins rapide, plus ou moins direct. وعلاش عندنا le système endocrinien, on a la présence du système nerveux. Tout simplement car leurs effets sont complémentaires. Le système nerveux est certes très rapide, il est même direct, mais son effet est plus ou moins éphémère. Son effet est plus ou moins éphémère et l'étendue de son effet est réduite, comparément au système endocrinien. Le système endocrinien, vu qu'on va sécréter le facteur chimique, l'hormone dans le sang, on peut avoir un effet retardé. On peut anticiper des déséquilibres, anticiper un déséquilibre, une modification d'un paramètre physiologique à l'avance. قبل ما يجيني التغير تاع le paramètre physiologique, je peux anticiper avec Taraïol. Je peux anticiper une chute de tension, une chute de glycémie, une chute de n'importe quel paramètre physiologique, une modification de n'importe quel paramètre physiologique, en sécrétant une hormone qui aura un effet un peu plus retardé, un effet même prolongé sur le temps. Chose que le système nerveux ne peut pas faire. Et aussi, le système endocrinien, vu que l'hormone va passer dans le sang et que le sang va passer vers quel organisme TAC, on dit donc que le système endocrinien va avoir un effet plus étendu que le système nerveux. Vu que pour que le système nerveux ait un effet étendu, il faut mettre en jeu
plusieurs voies nerveuses en même temps. Alors que pour le système endocrinien, c'est plus simple. Tu sécrètes une bonne quantité d'hormones et le sang va passer par tous les organes. Ni j'ai envie qu'avec l'hormone, ait un effet عليهم. Voilà, on a ce système endocrinien. Ces deux systèmes-là, comme on a dit au début, ils travaillent en synergie, main dans la main, pour avoir un objectif commun. On peut prendre l'exemple d'un paramètre physiologique connu, du coup la glycémie, hein, le glucose. Supposons que عندك une chute de glycémie. عندك une chute de glycémie. La glycémie, le taux de glucose dans le sang, il doit tourner aux alentours des 1 gramme par litre de sang. Imaginons qu'on est tête les 1 gramme. Le cerveau, qui fait partie du système nerveux, hein, du système nerveux central, c'est un tissu qui est glucodépendant. Il sert le glucose. Le cerveau, mais il ne la glucose. Donc, étant donné que c'est un tissu glucodépendant, il hesse, un autre des récepteurs, il hesse la chute de cette glycémie et il va s'affoler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer un coup de fil. En passant un coup de fil, il va mettre en jeu le système nerveux pour réguler la glycémie, pour réguler la modification de le paramètre physiologique. Le coup de fil, par le biais du système nerveux, va avoir pour objectif de cibler une glande endocrine, de cibler le système endocrine, le pancréas. Donc le système nerveux va jouer donc sur le pancréas avec les cellules alpha des îlots de Langerhans du pancréas endocrine bien sûr. Et les cellules alpha, tu te rappelles le lycée, ce sont des cellules qui vont sécréter le glucagon. Une hormone donc qui fait partie des nombreuses hormones du système endocrin. Et là, cette hormone-là, elle va jouer le rôle de l'être. Elle va jouer le rôle de l'être comme la poste. Cette hormone-là va avoir un effet plus ou moins prolongé, retardé sur, ou la rapide, sur le foie, pour lui dire de relâcher une quantité de sucre, une quantité de glucose, vu que le foie stocke le glucose sous forme de glycogène, et ainsi faire augmenter le glucose, faire augmenter le taux de glucose dans le sang, donc la glycémie TAC. Là, on vient d'avoir un exemple sur une communication qui a mis en jeu, une communication intercellulaire qui a mis en jeu les deux systèmes de régulation ternant. Le système nerveux, par le biais du coup de fil, de l'appel par téléphone qu'a eu le cerveau avec les cellules alpha du pancréas, et une communication par le biais du système endocrine avec la libération de la lettre qui est ici le glucagon, permettant ainsi de réguler, de corriger le déséquilibre au niveau physiologique. Le paramètre physiologique qu'on a régulé, c'était la glycémie, le taux de glucose dans le sang. Ça, c'est un très bon exemple pour comprendre la synergie de ces deux systèmes. Le système nerveux, on va le mettre de côté, on l'étudiera dans la prochaine unité, Inch'Allah, l'unité numéro 5. Ce qui nous intéresse le court terme, l'unité de manière générale, l'unité de l'appareil endocrinien, c'est bien sûr le système endocrinien, comme tu l'as deviné. Donc, le système endocrinien, c'est un ensemble de tissus endocriniens. Le tissu endocrinien, ce sont donc des cellules qui sont capables d'élaborer des hormones, des facteurs chimiques, des messagers chimiques qui vont circuler dans le sang et qui vont agir sur des cellules cibles parce que les cellules cibles ont un récepteur qui يستقبل l'hormone. Donc les cellules qui vont composer le tissu endocrinien, ce sont des cellules qui vont être extrêmement jointives. Me définissant donc la notion d'épithélium. Les épithéliums, ce sont des tissus faits de cellules jointives juxtaposées par le biais du système de jonction. Ça, c'est une notion d'histologie générale de la première année. Donc, les tissus contenant des cellules endocrines constituant le système endocrinien, ce sont les épithéliums endocrines. Et c'est eux qui vont nous intéresser parce qu'on a les caractéristiques les cellules endocrines, les épithéliums endocriniens et qui fait qu'ils vont s'organiser et qui fait qu'on va les réguler. Alors, quelles sont les différentes caractéristiques des épithéliums endocrines? Déjà, les épithéliums endocrines sont des épithéliums glandulaires, comme tu le sais. Et comme c'est un épithélium, tissu fait de cellules extrêmement jointives, l'épithélium, il est obligé, pour être nourri convenablement, de reposer sur un tissu sous-jacent. Il va lui assurer cette nutrition, lui assurer une certaine vascularisation. C'est un tissu conjonctif. Le tissu conjonctif sous-jacent de l'épithélium,
qu'on appelle généralement le chorion, très vascularisé et obligatoire, لازم يكون تحت l'épithélium تاعنا. Ces épithéliums endocrines, donc, ensemble de cellules qui vont permettre de synthétiser, de sécréter des hormones libérées dans la circulation sanguine. Les hormones, le but تاعهم, il est simple, c'est d'agir sur des cellules qui possèdent des récepteurs, les HOM, donc des cellules cibles, pour avoir une réponse biologique, un effet biologique. Et cet effet biologique, le but تاعو, c'est de régler le déséquilibre, l'israf, le milieu intérieur, par le biais donc d'une modification d'un paramètre physiologique. Donc, on va voir la le cortéanite qui fait qu'on va pouvoir réguler la synthèse des hormones vers la fin. Maintenant, ces épithéliums endocrines, le corps تاعنا كيفاش هيجونا? Comment est-ce qu'on va les observer au niveau de notre organisme? Comment est-ce qu'ils vont s'organiser? C'est une question que tu pourrais avoir en tête. Alors, les épithéliums endocrines, la plupart du temps, et la chose qui est très connue, hein, ils vont s'organiser sous la forme d'organes bien individualisés. Donc un organe encapsulé, une capsule qui va avoir une situation topographique, une situation régionale bien définie. C'est les glandes, tout simplement. Les glandes, c'est un ensemble donc de tissus épithélial glandulaire qui va être encapsulé, qui va avoir une situation bien déterminée. Ce sont les glandes endocrines. Et les glandes endocrines, tu en as beaucoup. Ici, on a un schéma qui nous montre les différentes glandes endocrines. On peut citer la glande pituitaire qui est connue sous le nom maintenant d'hypophyse. On peut citer la thyroïde. On peut citer la surrénale avec les deux parties de cortico-surrénale, médullo-surrénale. On peut citer plusieurs glandes endocrines présentes au niveau de notre organisme. On peut citer les parathyroïdes, juste à côté de la, comme son l'indique, aux côtés de la thyroïde. On a plusieurs glandes endocrines au niveau de notre organisme. Mais ce n'est pas le seul mode d'organisation des épithéliums et des cellules endocrines. Les cellules endocrines peuvent s'éparpiller sous la forme d'amas cellulaires au niveau d'organes qui ont d'autres fonctions que la fonction endocrine. On peut citer les testicules et le pancréas. Alors, les testicules, si tu te rappelles, ça c'est une notion d'embryologie de première année médecine. Les testicules, ce sont des organes qui ont une double fonction, une fonction exocrine pour synthétiser et sécréter donc les spermatozoïdes, et une fonction endocrine avec la synthétisation des hormones masculines qui donnent donc les traits masculins, les androgènes. Et l'hormone la plus connue, c'est bien sûr la testostérone. La plus connue, c'est la testostérone. La plus importante, Tanit. Donc, les testicules, ce ne sont pas des glandes endocrines à proprement parler. Ils vont contenir quelques cellules qui ont une action endocrine. Ce sont les cellules de Leydig qui vont donc jouer au niveau du testicule pour donner au testicule la fonction endocrine théo et permettre donc la sécrétion des androgènes et surtout de la testostérone bien connue. Même chose pour le pancréas, il n'est pas montré ici, ici il est là. Le pancréas, c'est une glande amphicrine, une glande qui a une double action. Elle a une partie exocrine permettant donc de sécréter les enzymes digestifs qui ont été vus en physiologie pour la deuxième unité, l'unité sur l'appareil digestif. Mais il a aussi une fonction endocrine. Parce qu'il contient quelques amas cellulaires, des îlots. C'est ce que l'on appelle les îlots de Langerhans. Ces îlots contiennent des cellules alpha, des cellules bêta permettant de sécréter des hormones. Ceux que tu connais, c'est bien sûr l'insuline et le glucagon, très très importantes pour jouer sur la régulation de la glycémie qui est un paramètre physiologique très 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 important. Ça, c'est le deuxième mode d'organisation de mes épithéliums endocrines. Troisième mode d'organisation, c'est lorsque les cellules sont encore plus éparpillées. Là, on n'a pas d'amas de cellules qui peuvent être collées au niveau d'un organe. Non, là, on est face à des cellules presque totalement isolées. C'est le système endocrine diffus. Et où je le système endocrine diffus, c'est au niveau du tube digestif. Si tu te rappelles bien, l'étude histologique du tube digestif,
l'étude histologique du tube digestif, on a parlé de certaines cellules argentafines, des cellules neuroendocrines présentes dans la paroi donc, du tube digestif, la paroi digestive, l'épithélium, qui soit gastrique ou intestinal, certaines cellules qui ont cette action endocrine. Ils pouvaient sécréter de la gastrine, ils pouvaient sécréter de la somatostatine, ils pouvaient sécréter de la sécrétine. Bref, des hormones qui ont un rôle pour réguler donc l'action digestive, donc la digestion, le mécanisme donc de la digestion sur un plan physiologique. Hadouma, ce sont donc les cellules neuroendocrines du tube digestif. C'est le meilleur exemple pour illustrer le système endocrine diffus. On a peut-être vu des cellules endocrines au niveau de l'appareil respiratoire aussi, qui ont une action endocrine. C'est pas des amas cellulaires, c'est plutôt des cellules un peu plus éparpillées, diffus, comme on dit, au niveau donc d'une structure donnée. هادو les trois méthodes, les trois types d'organisation de nos épithéliums endocrines. Il faut savoir que tu peux te poser une question internet, c'est est-ce que la sécrétion endocrine est exclusive à les trois lieux? Autrement dit, si je peux poser la question autrement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres lieux où je peux sécréter des hormones? La réponse, si tu as suivi tes cours tels de cas, les unités l'IFETO, c'est bien sûr oui. Il y a d'autres endroits où on peut sécréter des hormones qui ne sont pas forcément des glandes, des glandes endocrines à proprement parler. L'unité cardio, on avait dit le cœur avec des cellules présentes au niveau des oreillettes et même au niveau des ventricules pour un autre type d'hormones, pouvait sécréter donc les facteurs natriurétique, l'ANF. Donc le facteur natriurétique permettait donc de réguler la natriurèse, donc la sécrétion du sodium au niveau des urines. Le cœur n'est pas une glande endocrine à proprement parler, mais elle peut avoir donc cette action endocrine par le biais de cellules présentes à leur niveau. Le rein ténète, l'unité urinaire. Le rein est un organe qui peut être considéré comme étant glandulaire ou à l'âge parce qu'il sécrète la rénine, hormone qui joue un rôle très très important pour réguler le système angiotensine-aldostérone, permettant ainsi la maturation de l'angiotensiogène, de l'angiotensine 1 et de donner l'angiotensine 2 qui va réguler la tension artérielle et jouer sur la diurèse ténite avec l'aldostérone. Kif kif, on a cité le système digestif avec l'estomac, intestin grêle et tout, qui eux avaient donc des cellules euh, neuroendocrines faisant partie du système endocrine diffus. Maintenant qu'on a vu les modes d'organisation de notre système endocrinien, un petit peu d'embryologie. L'embryologie, l'origine embryologique des glandes endocrines, elle est multiple. Chaque glande a son origine. We'alash. Parce qu'on avait dit en première année que les épithéliums glandulaires naissaient à partir, donc ils vont haiser d'eau à partir des épithéliums de revêtement, des épithéliums de surface. Donc, à partir d'un épithélium, la plus souvent, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. À partir d'un épithélium de surface, un épithélium de revêtement qui repose sur un tissu mésenchymateux qui va ensuite donner le tissu conjonctif sous-jacent, le chorion avec l'épithélium, on va avoir une prolifération de cellules, un renflement. Plusieurs cellules vont se diviser à ce niveau-là et s'enchasser, s'invaginer dans le mésenchyme et le futur tissu conjonctif sous-jacent. Et les cellules vont se développer et là on a deux cas de figure. Soit ces cellules-là vont se développer, sont des cellules glandulaires, ils ont la capacité de sécréter des hormones. Soit ils gardent un contact avec l'épithélium de revêtement et là, par le biais d'un canal excréteur, et là on a la naissance d'une glande exocrine. Ou là, on perd totalement la connexion avec l'épithélium de surface et on a un enchâssement complet de la glande derrière le tissu conjonctif avec une vascularisation très très développée, présence de plusieurs vaisseaux sanguins qui vont traverser cette glande-là. Et là, on a la naissance d'une glande endocrine qui va donc libérer ses produits de sécrétion dans le sang, ce qui va donner des hormones. Ça, c'est l'embryologie, l'origine embryologique la plus commune, la plus fréquente pour les différentes glandes
endocrine tawana. Par contre, on a une autre origine un peu moins commune, mais qui existe, c'est à partir des crêtes neurales. Si tu te rappelles, en embryologie de première année, on avait cité le cours sur la 3e semaine et la 4e semaine de développement embryonnaire, là, le développement le tube neural. Le tube neural, c'était du coup la première partie, donc pour développer le système nerveux. Lorsqu'il va se refermer, on aura certaines cellules qui vont se détacher de ce tube neural. Ce sont les fameuses crêtes neurales. Ces crêtes neurales vont migrer un peu partout, permettant donc de se développer, de donner des structures qui ont un rapport avec le système nerveux périphérique. Mais ces crêtes neurales, les cellules de ces crêtes neurales, peuvent nous donner des cellules glandulaires. On dit donc, blé, certaines cellules des glandes endocrines ont une origine neuroectodermique, venant donc des crêtes neurales qui eux-mêmes donc viennent de l'ectoblaste qui s'est différencié en eurectoblaste. Donc si on te demande l'origine embryologique des glandes endocrines, elle est multiple. J'ai des glandes qui me viennent de l'ectoblaste. Il y en a qui peuvent venir du neurectoblaste par le biais des crêtes neurales. Elles peuvent venir du mésoblaste et même de l'entoblaste. Tout dépend de la glande et car l'origine embryonnaire des glandes endocrines nous vient des épithéliums de surface, de revêtement. Et les épithéliums qui ils ont, l'année dernière en première année, ils ont une origine embryonnaire multiple. Par les feuillets, bien sûr ça dépend de l'épithélium. On passe maintenant à l'organisation sur le plan microscopique des tissus constituant les glandes endocrines tawana. Alors les glandes endocrines, lorsqu'on fait une coupe sur donc, les glandes ou qu'on observe en microscopie optique après coloration spéciale, on va observer que les glandes tawana, les cellules constituant l'épithélium glandulaire endocrinien, ils vont s'organiser en deux types. La majeure partie du temps, 99% du temps, pour presque galer les organes endocriniens TEWAC, pour presque galer les glandes TEWAC, ils vont s'organiser en cordons. Riot, c'est des cellules, des cordons cellulaires qu'on appellera des travées, me formant donc un réseau donc de cellules. C'est l'organisation donc des travées de cellules, c'est l'organisation travéculaire ou la réticulée. Ce sont des cordons cellulaires qui vont s'organiser, de cellules, qui vont être soit non orientés ou là orientés. La plupart du temps, ils sont non orientés. Dans un cas spécial, ils peuvent être orientés. On verra ça la suite donc de l'unité pour pas te spoiler. Ça, c'est presque gars les organes, presque gars les glandes endocrines tawana. On a une glande, le corps ternant, qui n'a pas cette disposition. Les cellules l'épithélium glandulaire ils ne vont pas avoir un aspect de cordon cellulaire, mais ils vont plutôt former des sphères, des vésicules, des follicules. C'est l'aspect, ou du moins l'organisation folliculaire vésiculaire. Il n'y en a qu'une seule des glandes endocrines, le cortex, il y en a d'organisation, je ne vais pas te spoiler, t'es net. Donc, là on a une coupe histologique, donc après coloration, avec une observation en microscopie optique qui nous permet d'observer, ici normalement c'est de l'adéno-hypophyse. On peut observer donc l'organisation cellulaire donc du tissu glandulaire endocrinien, ou chaque tchouf. Ranin Choufblé regarde le curseur table et j'ai plusieurs cellules qui vont me former des cordons, donc des cellules jointives bien restreинtes, donc c'est bien un épithélium glandulaire qui va me former des cordons, des riotes de cellules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cellules, ici qui me forment du coup un cordon. Ici je peux avoir un autre cordon, et entre eux, qu'est-ce que j'ai? J'ai des travées conjonctifs. J'ai des espaces où je vais retrouver du tissu conjonctif qui est richement vascularisé avec la présence de vaisseaux sanguins à ce niveau-là. Donc, l'organisation travéculaire ou la réticulée, c'est le type le plus fréquent au niveau des glandes endocrines de l'organisme TAC. Ce n'est rien d'autre que des cordons de cellules
bien jointifs, c'est des épithéliums, sans interposition de substances fondamentales. Ils sont bien lesquins, c'est la propriété des épithéliums, par le biais de systèmes de jonction. Ils sont richement vascularisés et on va pas. Pourquoi? Parce qu'on a l'infiltration donc du tissu conjonctif qui va séparer ces cordons entre eux. Pardon, ces cordons entre eux, permettant une vascularisation et euh, une nutrition donc des cellules تاع l'épithélium, donc تاع le tissu. Ici, sur cette coupe, une chose qui peut être intéressante à voir et à comprendre pour mieux comprendre la disposition de les cellules, c'est que quand tu fais une coupe histologique sur un organe ou là ici sur un tissu glandulaire, donc d'une glande endocrine, soit je vais apercevoir les cellules avec une coupe qui passe selon un plan, selon un axe longitudinal. Donc là, j'observe le cordon de manière longitudinale, je vois les cellules qui se succèdent une par une. Ou là, je peux apercevoir donc des cordons euh, cellulaires avec une coupe transversale, passant sur transversal, un axe transversal, où je vais apercevoir donc les différentes cellules qui me forment sur le plan transversal avec le cordon. Ça, c'est pour le premier type. Et on donne l'exemple ici de l'adénohypophyse, même si c'est presque égal et glanté. Le cortex, l'indome, du coup, a de l'aspect trabéculaire. Et la plupart du temps, c'est non orienté. On a le deuxième type, qui est mortec d'organisation, c'est le type folliculaire. Ici, les cellules épithéliales vont me former des sphères. Des sphères. Et la paroi de ces sphères, c'est là où est-ce que je vais retrouver l'épithélium TAE. C'est là où est-ce que je vais retrouver les cellules épithéliales endocrines. Ces sphères-là, ce sont des vésicules ou là des follicules, d'où le nom d'organisation folliculaire ou la vésiculaire. Donc, l'organe en question, on n'en a qu'un seul qui va avoir cette disposition, hein, c'est la thyroïde. Je voulais pas te spoiler, mais ça le diapo il t'a spoilé. La thyroïde possède donc des lobules avec des unités sphériques. Ce sont les fameuses sphères, les fameuses que tu observes ici sur cette coupe, toujours en microscopie optique après coloration. Oui, ces sphères-là, ce sont des vésicules ou là des follicules. Ils sont limités mais bien entendu par le biais d'une membrane basale et on va retrouver donc du tissu conjonctif kif permettant donc de soutenir la structure épithéliale endocrinienne et donc de vasculariser le tout. Maintenant qu'on a terminé avec l'organisation du tissu épithélial, on va parler un petit peu des hormones. Ces cellules-là, ces tissus-là vont sécréter des messagers chimiques, les hormones. Alors, qu'est-ce que les hormones et quelles sont leurs caractéristiques? Ces hormones-là, ce sont des molécules, des composés chimiques. Ces composés chimiques peuvent être de deux natures. Soit ce sont des composés qui n'ont aucun problème avec l'eau, ils sont très solubles dans. On parle de composés hydrophiles, ou bien ce sont des composés qui ne sont pas solubles dans l'eau. Ils ne peuvent pas être du coup transportés dans un milieu aqueux, dans un milieu où il y a. On parle donc de composés hydrophobes. Donc, malgré la distribution très très large, très très étendue, dite ubiquitaire, donc tu as des hormones fleu cortéaques, elles n'auront un effet que sur les cellules qui ont le récepteur THOM. Il y a le récepteur spécifique avec l'hormone. Et c'est pas chaque cellule qui a le récepteur. Et les récepteurs adouma, ils te selon la nature de l'hormone, si elle est hydrophile ou la hydrophobe. Donc, ici on a un schéma qui nous montre très très bien. On est face à deux cellules endocrines. Il y a un vaisseau sanguin où est-ce qu'il y a du sang qui passe. La première cellule endocrine va sécréter ici en vert une hormone hydrophile, une hormone d'origine peptidique protéique. Cette hormone peptidique protéique, elle est hydrophile, elle est soluble dans l'eau, donc elle va avoir aucun problème à se déplacer dans le sang, parce que le sang qui est du plasma, c'est un milieu aqueux, un milieu où est-ce qu'il y a de l'eau. Elle va se déplacer sans aucun problème au niveau donc du sang, arriver vers la cellule cible TAHA, et elle va rencontrer le récepteur spécifique TAHA qui se trouve à la surface de la cellule sur la membrane plasmique. On est face à un récepteur transmembranaire. Donc, l'hormone va s'attacher à ce récepteur permettant d'induire une réponse biologique ou un effet biologique. Ça, c'est pour le cas de l'hormone peptidique hydrophile.
Deuxième cas de figure, la cellule endocrine تاعنا va sécréter une hormone dite hydrophobe. Et vu qu'elle est hydrophobe, mais elle n'est pas soluble dans l'eau, il y a un problème. Comment je vais la faire transporter في الدم? Eh ben, en utilisant un transporteur. Une protéine plasmatique qui va jouer le rôle de de transporteur, pardon, qui va permettre de se coller à l'hormone hydrophobe et de la transporter jusqu'à la cellule cible تاعها. Ah, c'est pas ici, c'est là. Jusqu'à la cellule cible تاعها. Cette hormone-là ne va pas retrouver son récepteur en transmembranaire à la surface de la cellule, mais plutôt à l'intérieur de la cellule. C'est un récepteur intracellulaire. Il peut être intracytoplasmique ou là carrément nucléaire, intranucléaire. Et vu que la molécule elle est hydrophobe, elle n'aura aucun problème à passer à travers la membrane plasmique, à travers la bicouche lipidique, parce que justement, bah, elle est hydrophobe. Les hormones hydrophobes sont des hormones stéroïdiennes, dérivées de cholestérol, donc de lipides. Donc, on résume tout ce qu'on vient de dire sur les composés hydrophiles et hydrophobes, sur les hormones hydrophiles et hydrophobes. Les hormones hydrophiles, ce sont des hormones qui ont une nature protéique. Ils dérivent de protéines, de peptides ou même d'amines biogènes. Leur récepteur est transmembranaire ou la membranaire, donc à la surface de la cellule. Et ces hormones-là, ils ont une caractéristique, c'est que la plupart du temps, elles sont sécrétées sous une forme inactive, sous forme de pro-hormones. Elles seront activées plus tard. Elles sont activées plus tard pour avoir l'effet escompté. Les cellules qui vont sécréter les hormones peptidiques, qui sont assez importantes, elles vont avoir des caractéristiques qu'on peut reconnaître aisément en microscopie électronique. Vu que ce sont des cellules qui vont sécréter des hormones protéiques, qui ont du coup une nature protéique, qu'est-ce qu'on va avoir sur le plan de l'ultrastructure des cellules? On va avoir un réticulum endoplasmique granuleux développé, logique. On va avoir un appareil de Golgi développé, logique tanit, et beaucoup de grains de sécrétion, ce qui est logique, qui vont du coup être libérés par exocytose, ce qui est logique. Ici, sur une vue en microscopie électronique, où est-ce qu'on peut apercevoir donc l'ultrastructure de la cellule. Ici, on a pris une cellule de l'adénohypophyse, donc la glande à proprement parler, donc l'hypophyse non. Qu'est-ce qu'on observe? On observe, bon, l'astérix bleu, il voit avec le noyau. Bon, l'astérix rouge, on s'en fout, ça nous montre la paroi, donc la lumière, c'est un capillaire, donc ça nous montre bien que la cellule, elle est en contact d'un capillaire sanguin, permettant donc de libérer le produit de sécrétion directement dans la circulation sanguine. Et ce qui nous intéresse, c'est l'ultrastructure, en dehors du noyau. Qu'est-ce qu'on voit? La première chose qui nous saute aux yeux, ce sont les boules noires. Ce sont des granules, des grains, pardon, de sécrétion. En plus, ces grains de sécrétion, Lucan, tu zoomes bien, qu'est-ce que tu vas apercevoir? C'est quoi les traits adoma noirs? Les légers traits noirs avec des petits points adoma, c'est le réticulum endoplasmique. Et les petits points adoma montrent des ribosomes, c'est le réticulum endoplasmique granulaire, le REG terna, très très développé au niveau de la cellule. On a aussi un appareil de Golgi très développé, mais ça m'a aussi ben la photographie en microscopie électronique. Même chose pour les composés hydrophobes. On va parler des caractéristiques dans des hormones hydrophobes. Les hormones hydrophobes, ce sont des hormones à structure, donc des hormones stéroïdes. La structure THOM dérive le cholestérol. C'est le cholestérol qui donne naissance aux hormones stéroïdiennes. Et les hormones stéroïdiennes, elles peuvent être divisées en trois grands groupes. Les stéroïdes sexuels, donc les androgènes, testostérone, œstrogène, progestérone, donc des hormones sexuelles féminines et masculines permettant donc d'avoir un effet sur les gonades, donc qui sont sécrétées donc, pardon, euh, par les gonadothéroïdes et qui vont avoir un effet sur l'apparition des caractères sexuels ou même sur l'activité de l'appareil reproducteur. On a les glucocorticoïdes, le plus connu, c'est le cortisol. Et on a les minéralocorticoïdes, le plus connu c'est l'aldostérone. Les corticoïdes en général, glucocorticoïdes et minéralocorticoïdes sont sécrétés par la surrénale. Donc par la surrénale terne. Ces hormones-là, ils diffusent de manière très très facile à travers la membrane plasmique. Ils sont littéralement hydrophobes. Ils sont lipophiles. Ils désolent la bicouche lipidique sans aucun problème. Et le récepteur THOM, il est derrière la cellule. Donc soit il est derrière le cytoplasme,
soit il est dans le noyau. Ça dépend. Les cellules qui vont sécréter maintenant les hormones, elles ont des caractéristiques analogues, on va dire, mais si similaires, on va dire analogues, c'est le terme approprié, aux cellules qui sécrètent les hormones d'origine peptidique. Donc, directement, photographie sur une cellule, ici donc la cortico-surrénale, qui va sécréter des hormones stéroïdiennes. Qu'est-ce qu'on remarque au dehors du noyau? On s'en fout du noyau. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer trois caractéristiques ténites. On va voir بلي عندنا un, ça se voit pas في la coupe, le schéma pardon, la photo, ça se voit pas ça, on va le dire. Un REL développé, un réticulum endoplasmique lisse, très développé. Ce qui est logique avec donc la sécrétion donc de mes hormones qui sont de nature lipidique. Zid, on va trouver la présence de vacuoles lipidiques ou là de vésicules lipidiques, d'enclaves lipidiques ou là carrément même de liposomes présents ici. Ce qui est logique avec la nature donc des hormones TONA. Et on va retrouver plusieurs mitochondries qui auront un aspect microscopique intéressant vu qu'elles vont avoir des crêtes tubulaires. La mitochondrie, tu le sais, c'est un organe très très important pour la production de l'énergie, pour la respiration cellulaire. Sur un plan structurel composé donc d'une double membrane externe, membrane interne, mais بيناتهم un espace intermembranaire, tu l'as vu en S2, et à l'intérieur on va retrouver donc la matrice mitochondriale. Une chose intéressante à savoir sur la structure de la mitochondrie, c'est qu'elle a un aspect en labyrinthe. Moi, j'aime bien dire qu'elle a un aspect en labyrinthe. Pourquoi? Parce que la membrane interne va me former donc des invaginations à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle les crêtes. Ces crêtes-là, elles auront des formes différentes selon la nature des cellules, donc selon la nature des mitochondries, la nature des cellules TONA. On aura, la plupart du temps, on a des crêtes lamellaires sous forme de lame. Ils sont du coup ils ont un aspect transversal aplati. Mais pour les cellules Hadoma qui sécrètent les hormones stéroïdes, on aura des crêtes d'un aspect circulaire tubulaire, sous forme de tube, permettant donc de caractériser les cellules donc, qui sécrètent les hormones stéroïdes. Donc, si on te pose la question des caractéristiques sur les cellules qui sécrètent les hormones stéroïdes, tu le sais, c'est bien sûr les mitochondries à crête tubulaire, le réticulum endoplasmique lisse et les liposomes, ou là les vacuoles lipidiques, les enclaves lipidiques, qui sont visibles en microscopie électronique. En microscopie électronique. On passe maintenant au dernier élément le court terme, c'est la régulation hormonale. Alors, la régulation de la synthèse hormonale pour être plus précis. On avait dit que le début le cours, le système endocrinien, c'est un système régulateur. Il permet donc de réguler les fonctions physiologiques de l'organisme terna, permettant ainsi de compenser les déséquilibres l'hydroïdio à la une modification d'un paramètre physiologique. Prenez l'exemple du glucose avec la glycémie. Ça peut être la pression artérielle, ça peut être la température, ça peut être n'importe quel déséquilibre. Tu as une mesure qui va refléter l'état le milieu intérieur. Maintenant, ces hormones, ils sont sécrétés pour réguler le milieu intérieur ternant. Mais la synthèse de ces hormones doit aussi être régulée. Il ne faut pas qu'on sécrète trop d'hormones, il ne faut pas qu'on sécrète une trop petite quantité d'hormones l'organisme ternant. Il faut un juste milieu, une bonne quantité. Donc pour réguler la synthèse hormonale, on va utiliser 4 types de régulation. Ces 4 types de régulation sont intuitivement, très facilement, tu peux les deviner. Alors, la première régulation, c'est une régulation par les hormones. On va réguler la synthèse d'une hormone par le biais d'une autre hormone. On va combattre le feu par le feu. Donc, pour réguler une glande endocrine A, on va utiliser une glande endocrine B avec du coup les sécrétions avec l'hormone B. Le meilleur exemple, c'est l'hypophyse qui régule les glandes endocrines le corps ternant. C'est pour ça quand on parle de l'hypophyse, on parle de la maîtresse, certains la désignent comme étant le chef d'orchestre, les glandes endocrines, même si elle est en réalité sous le contrôle de l'hypothalamus.
Mais on va fermer la parenthèse. Donc, ça, c'est la première régulation. Deuxième régulation, c'est directement le milieu intérieur. La modification tel le paramètre physiologique, elle va réguler la synthèse hormonale تاعنا. كيفاش On est d'accord, la synthèse hormonale, donc l'hormone a été synthétisée pour pallier un déséquilibre. Le déséquilibre, c'est la modification tel le paramètre physiologique. La glycémie, la tension artérielle, la température, etc. etc. Ida, le problème, le déséquilibre, on n'a plus aucune raison de synthétiser l'hormone تاعنا. Donc, à partir du moment que la modification du paramètre physiologique, que le déséquilibre et bah, la synthèse hormonale, avec l'hormone, qui venait pallier avec des déséquilibres, c'est pour ça qu'on parle de régulation humorale. C'est les facteurs, les éléments qui sont présents au niveau du sang, au niveau des liquides physiologiques, des humeurs, qui vont permettre de réguler la synthèse hormonale. Troisième régulation, troisième type de régulation, c'est par le biais de l'autre système régulateur, c'est-à-dire le système nerveux, par le biais d'une voie nerveuse. Les fibres nerveuses végétatives, essentiellement, végétatifs autonomes, système sympathique, parasympathique, permettent donc de réguler, surtout sympathique, plus connu, qui permettent donc de réguler l'activité des glandes endocrines, donc la synthèse hormonale. Dernière régulation, quatrième, c'est par le biais du feedback, du rétrocontrôle, de la rétroaction négative ou la même positive. Qui fait qu'on peut synthétiser, comment est-ce qu'on peut réguler la synthèse hormonale en connaissant justement la quantité, la concentration des hormones qui sont déjà sécrétées. On prend l'exemple d'un complexe endocrinien contenant donc deux glandes, une glande A et une glande B. La glande A va sécréter une hormone A qui va stimuler la glande B pour sécréter une hormone B. Elle va donner un effet physiologique permettant de régler le déséquilibre dans le milieu intérieur. Si la quantité de l'hormone B elle est insuffisante, qu'est-ce que ça va faire? Ça va induire une stimulation de l'activité de la glande A pour sécréter plus d'hormones et ainsi avoir un meilleur effet biologique. Alors, ça, c'est une rétroaction positive. La rétroaction négative, c'est lorsque j'ai trop d'hormones B. C'est bon, j'ai synthétisé une trop grande quantité d'hormones B. Là, la trop grande quantité d'hormones B, elle va inhiber la glande A pour en fait la cascade de réactions de synthèse hormonale. C'est une régulation hormonale un peu spéciale par le biais des concentrations de ses propres hormones, si tu veux. Par le biais donc d'une boucle. On va détailler ça plus en détail. Alors, la première régulation qui marque, avec des exemples bien sûr, on va détailler ça avec des exemples. La première régulation, c'est une régulation hormonale. On va combattre le feu par le feu. Je veux réguler la synthèse d'une hormone, je vais utiliser une autre hormone. Le meilleur exemple, c'est l'hypophyse avec les glandes endocrines, le reste des glandes endocrines, tel le corps tana. Ici, on a pris pour exemple thyroïde, surrénale et testicules ovaires. Donc les gonades téwanan. L'adénohypophyse, la portion antérieure de l'hypophyse tana essentiellement, va sécréter des hormones qui va stimuler la sécrétion d'hormones thyroïdiennes, surrénaliennes et gonadiques, testiculaires ou ovariques. Donc, on est face à on va réguler la synthèse des glandes hadoma, thyroïde, surrénale et les gonades, par une autre hormone, c'est bien sûr les hormones de l'hypophyse. La stimulation humorale, on peut prendre pour exemple les parathyroïdes avec le paramètre physiologique THOM qui vont modifier le calcium, donc la calcémie, le taux de calcium dans le sang. Pourquoi est-ce que les glandes parathyroïdes sont là? Ils vont sécréter une hormone qu'on appellera la parathormone, la PTH. Cette PTH, le but de c'est quoi? C'est d'augmenter le taux de calcium dans le sang, de contrer le déséquilibre créé par une hypocalcémie. Donc d'augmenter la concentration de calcium dans le sang, avec plusieurs effets, on ne va pas les détailler. Cette PTH, donc comment est-ce qu'on va réguler la sécrétion de TH? Par le biais du paramètre physiologique, le CA2+, donc le calcium dans le sang, la calcémie. J'ai pas assez de calcium dans le sang. Qu'est-ce qui se passe? Les parathyroïdes vont
la diminution du calcium et ils vont sécréter la PTH, permettant ainsi d'augmenter cette concentration dans le sang. C'est une régulation humorale parce que le calcium et les paramètres physiologiques qui reflètent sur le milieu intérieur, bah justement, jaillent le milieu intérieur, précisément le secteur extracellulaire plasmatique. Donc, ils sont les liquides physiologiques, les humeurs théoranas. C'est pour ça qu'on parle de régulation humorale. Troisième régulation, c'est le système nerveux. On ne le présente plus. On prend l'exemple de la sécrétion des catécholamines, donc noradrénaline, adrénaline, dopamine, par le biais donc essentiellement noradrénaline, adrénaline, par le biais donc de la médulo-surrénale, qui va venir donc du système sympathique. Donc une fibre sympathique peut, donc un influx nerveux sympathique, va provoquer la sécrétion des sécrétions médulo-surrénaliennes de catécholamines, essentiellement noradrénaline et adrénaline. Dernière méthode de régulation, c'est la régulation par rétrocontrôle. Et pour comprendre cette régulation par rétrocontrôle, on va mieux comprendre le système hypothalamo-hypophysaire qui sera le court terminal IAOJ. Alors, les glandes endocrines, la majorité des glandes endocrines, on va dire, sont sous la dépendance des hormones issues de l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamo-hypophyse, c'est un complexe présent au niveau donc, de notre encéphale, au niveau de notre cerveau, qui vont synthétiser plusieurs hormones qui vont induire la sécrétion d'autres hormones par les glandes, le corps cutáneo et les autres glandes endocrines. Donc, l'hypothalamus et l'hypophyse contrôlent la concentration des hormones sécrétées par les glandes cibles. On a vu tout à l'heure des exemples donc avec l'hypophyse qui stimule la sécrétion donc de thyroïde, surrénale, gonade, pour ne citer que par exemple. Qu'est-ce que le rétrocontrôle et le feedback? Négatif ou la positif? Dans le cas où les glandes sécrètent trop d'hormones, la concentration est beaucoup trop élevée. Les hormones thyroïdiennes, surrénaliennes, gonadiques sont trop élevées. Qu'est-ce qui se passe? Les hormones vont inhiber la sécrétion de complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est un rétrocontrôle négatif, un feedback négatif. L'inverse est juste. Lorsque les concentrations sont trop basses, il n'y a pas assez d'hormones, qu'est-ce qui va se passer? Le manque d'hormones, il va stimuler l'hypothalamo-hypophyse pour sécréter, pour activer, stimuler la sécrétion. C'est un rétrocontrôle positif, un feedback positif. Ici, on a un petit schéma qui nous montre donc que avec un système endocrinien formé ici, très simplifié, formé donc de deux organes, organe endocrinien 1, organe endocrinien numéro 2, avec les cellules cibles terna, on va considérer qu'il y a des cellules cibles, c'est les organes surrénales, thyroïdes, gonadiques, donc les glandes endocrines, le reste, c'est le corps terna, et que organe endocrine 1, c'est hypothalamus, et endocrine 2, c'est hypophyse. On sait que l'hypothalamus va stimuler la sécrétion de l'hypophyse par le biais de plusieurs hormones. Et ensuite, l'hypophyse va sécréter des hormones permettant donc de stimuler les organes endocriniens cibles, le corps ternin. Donc, si il y a une baisse ou il y a une augmentation de la concentration de les hormones sécrétées par les glandes endocriniennes cibles, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir un rétrocontrôle sur le complexe TRI, qu'il soit positif ou négatif selon la situation. Donc, si j'ai un taux hormonal trop élevé, donc le feedback, le rétrocontrôle, il va aller vers le négatif. Il va aller vers le négatif pour faire baisser ce taux hormonal beaucoup trop élevé. Donc, est-ce qu'il y aura inhibition ou activation? Il y aura bien sûr une inhibition donc, de la sécrétion des hormones concernées. Ou l'axe sahih. Si le taux est trop bas, j'aurai un rétrocontrôle positif permettant l'activation de la sécrétion des hormones concernées. On termine le Courtana avec une dernière notion, le rythme de sécrétion, parce qu'il faut savoir que les hormones Hadoma ne sont pas sécrétées aléatoirement, n'importe comment, à n'importe quel moment. Elles vont suivre généralement un rythme, un cycle de sécrétion. Et le cycle le plus connu, donc en fonction du temps, le cycle le plus répandu, le rythme le plus connu, c'est un rythme
qui va suivre la journée تاعنا, qui va suivre les 24 heures تاع النهار تاعنا. C'est le rythme circadien. La plupart des hormones, la sécrétion تاعهم va être cyclique suivant des horaires bien définis dans une horloge de 24 heures. C'est le rythme circadien. Le rythme permettant donc l'alternance jour-nuit et l'alternance éveil-sommeil. C'est lui qui va déterminer l'horloge biologique تاعنا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur sur un cycle donc de 24 heures, certaines hormones vont être synthétisées à des heures particulières de la journée. C'est ça la synthèse sous le rythme circadien. On prend l'exemple par exemple de l'hormone du sommeil qui la mélatonine. Alors la mélatonine, hormone du sommeil, obligatoirement, وقتاش ترقد في الليل. Donc à 7h30 du matin, la sécrétion تاعها تكون حابسة ou du moins تكون extrêmement ناقصة. La sécrétion تكون extrêmement ناقصة permettant le réveil تاعك et le fait que تكون نايض pendant la journée. Arrivé ici à 9h du soir, 21h, la production تبدا. La mélatonine commence à être sécrétée par la glande pinéale, permettant ainsi la fatigue تاعك et l'endormissement تاعك في الليل. Et c'est comme ça tous les jours. Donc la synthèse de la mélatonine avec les autres hormones tannites va suivre un rythme circadien, un rythme de 24 heures, un cycle biologique de 24 heures selon la journée et donc être sécrété à des horaires bien précises pour avoir un effet biologique souhaité. Même chose pour le cortisol. Cortisol, c'est un peu la même chose. C'est l'inverse de la mélatonine, si tu veux. Le matin, 7h, 8h, 9h du matin, le cortisol, tu auras un pic de cortisol permettant le réveil TAC. Un coup de stress, le cortisol il est connu comme étant l'hormone du stress, un coup de stress nécessaire permettant que tu nodes. Parce que sinon, maintenant, sans le cortisol, maintenant, je te node. La sécrétion va se stabiliser tout au long de la journée et elle va baisser la nuit. La nuit, le cortisol il va atteindre des taux très 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 bas à 2h, 3h, 4h du matin. C'est là où le cortisol est le plus, permettant un endormissement et un repos et un sommeil optimal. Par contre, on va mentionner un petit truc, c'est que le cortisol il a une caractéristique, comme certaines autres hormones, c'est que c'est vrai, il te balaye le cycle ou le rythme circadien, c'est vrai. Le rythme avec ta 24 heures. Mais il a aussi une sécrétion pulsatile qui va dépendre des situations dans lesquelles l'individu haïkoun. Si tu es dans une situation stressante, je sais pas, à 7 heures du soir, une situation stressante, un environnement qui va te stresser ou te donner, qui va te mettre mal à l'aise, ou là, tu peux avoir un pic de sécrétion du cortisol. Ce qui fait que on parle de sécrétion pulsatile, il suit le cycle circadien, mais il peut être circulé de manière pulsatile, à sa guise, selon les influences, selon les afférences ou les influx, principalement du système nerveux sympathique, par exemple. Voilà donc les différents rythmes. Alors, il faut savoir que le rythme circadien, ce n'est pas le seul rythme que tu vas retrouver pour tes hormones. C'est vrai que la plupart étaient le rythme, mais on peut trouver un rythme, par exemple, qui va aller non pas 24 heures, mais 28 jours, un mois. Quelles sont les hormones qui un rythme menstruel? Ce sont les hormones féminines, par exemple. Les hormones féminines un rythme de sécrétion avec des pics et des bas selon le cycle menstruel de la femme qui est d'environ un mois, approximativement 28 jours, bien sûr. Ça va varier selon les femmes, selon les individus, bien sûr. On a terminé le cours تاعنا. Je te laisse lire la conclusion وحدك parce que je pense que j'ai un peu trop détaillé et que بطينا بزاف pour un premier cours avec 1h08. J'espère que ce cours vous a plu. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bqa ala khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.